En manchette, Télé-Québec offre une plus grande visibilité aux artistes émergents. Une compétition de gestion d'entreprise débutera aujourd'hui au Cégep de Chicoutimi. Bienvenue au Web Journal. Bonsoir et bienvenue au Web Journal du mardi 11 mars. Les artistes émergents de tout le Québec pourront désormais avoir une visibilité à travers le Québec grâce à la nouvelle plateforme web de Télé-Québec appelée La Fabrique culturelle. C'est ce qu'ont annoncé ce matin les dirigeants lors d'une téléconférence en direct de Montréal. Amélie Aude, ce sera donc un tremplin pour les artistes régionaux? Oui, exactement, Amélia. Le bureau régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean va contribuer justement sur cette nouvelle plateforme. Ils vont offrir leur contenu qui va être 100% régional. Pour leur première journée d'existence, c'est plus de 450 vidéos qu'offre présentement la Fabrique culturelle sur leur plateforme web. Les 10 bureaux régionaux de Télé-Québec contribueront en produisant du contenu audiovisuel pour enrichir l'offre du site. Cette nouvelle mesure sera bénéfique sur plusieurs points pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va apporter à la région, moi je pense que c'est un outil de plus pour le rayonnement de notre milieu culturel, de notre milieu artistique professionnel, à la face du monde, à la face du Québec, bien sûr, auprès du public cible de la Fabrique culturelle, auprès du public de Télé-Québec, mais aussi auprès de l'ensemble des internautes québécois. La plateforme présentée se veut vivante et dynamique pour les internautes, en plus de l'architecture du site qui a été pensée pour faciliter la navigation. Le tout sera en constante évolution au cours des prochains mois et d'autres contenus vidéo et partenaires s'ajouteront au fil du temps. La région s'attend quant à elle à se démarquer en termes de contenu cette année. J'aurai au bout de l'année une centaine de contenus, reportages, performances, portraits d'artistes, entrevues, qui nous permettra de faire rayonner justement notre milieu culturel. 60% des contenus proviendront des régions hors de Montréal et de Laval. Des artistes de tous les secteurs pourront offrir leur contenu puisque la plateforme n'est pas spécialisée. Les réseaux sociaux joueront un grand rôle pour le partage des vidéos. Groupes d'artistes, mais les événements qui organisent des trucs, ils ont besoin d'autopromotion, ils ont besoin de promotion pour faire parler d'eux. Et le web est flexible parce que bon, ça reste là longtemps, tu peux l'envoyer, que ce soit par Facebook. Ça fait que j'imagine que ça va être que la plateforme va être très flexible à ce niveau-là. Contrairement à la télévision, des fois, qui s'empêtre un peu dans sa grande lourdeur. Pour ceux et celles qui souhaitent consulter la nouvelle plateforme web de Télé-Québec, ils peuvent le faire dès aujourd'hui sur le site www.lafabriqueculturelle.tv. Amélie Houle, ATM Nouvelles, Saguenay. Les nouvelles pancartes de signalisation routière du ministère des Transports du Québec suscitent l'indignation chez les Janois. Dans le cadre de leur nouvelle campagne, le ministère modifie certaines affiches, dont celles situées au coin des routes 170 et 169 entre Héberville et Alma. Le conseiller almatois Jocelyn Fradet dénonce la situation et promet que ce dossier sera discuté à la prochaine séance du Conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est mercredi prochain. Plus d'une centaine de motoneiges ont été volés depuis le mois de décembre, dénombre le service de police de Saguenay. Les vols ont lieu principalement sur des terrains privés. Le porte-parole du service de police du Saguenay, Bruno Cormier, lance un appel à la population pour tenter de retrouver les auteurs des vols. Créer un environnement qui ressemble le plus possible à un milieu de travail, tel est l'objectif du simulateur de gestion d'une entreprise conçu par l'expert français Fernando Acosta. Un reportage de Jonathan Hudon. D'ici jeudi, des étudiants du Cégep de Chicoutimi participeront à une activité qui aura pour but de faire voir ce qu'est réellement la gestion d'une entreprise. M. Fernando Acosta a créé un logiciel nommé Simulation Shadow Management. Chaque élève, chaque groupe d'élèves constitue une équipe comme un tournoi de football, sauf que le ballon, c'est le logiciel et c'est le management. Et donc l'idée, c'est de les faire réfléchir sur le management, de leur faire des travaux pratiques. Il n'y a plus de théorie, ils appliquent ce qu'ils ont à l'école. Selon M. Acosta, son logiciel se veut un outil pédagogique intéressant pour les étudiants. Ça ne remplace pas les cours. Hein. Ça vient en plus, ça remplacerait peut-être des applications papier. Voilà. Au lieu de faire des TD papier, on les fait sur informatique avec des entreprises virtuelles. Au Cégep de Chicoutimi, on est heureux de voir ce que pourra apporter cette première compétition de simulation de gestion. Donc, ils vont développer des valeurs que, bon, je pense entre autres au travail d'équipe, apprendre à travailler ensemble, toutes les notions de management qu'on peut voir par rapport à la comptabilité, au niveau financier, au niveau marketing, au niveau de la production. Selon M. Privé, le simulateur est un outil intéressant d'enseignement. De plus en plus au niveau de l'enseignement, c'est qu'on met les jeunes dans l'action. Donc, ça prépare bien les jeunes
à prendre soit les rênes d'une entreprise ou arriver dans une entreprise puis à être capable tout de suite de comprendre comment ça marche le marché. Au total, une cinquantaine d'étudiants du Cégep de Chicoutimi des techniques de comptabilité et de gestion participeront à cette première édition. Cette compétition de simulation se terminera le jeudi 13 mars. Au total, un minimum de 1 500 $ en bourse sera remis aux étudiants gagnants. Jonathan Hudon, ATM Nouvelles, à Saguenay. Et le chef d'Option nationale, Sol Zanetti, sera de passage dans la région en fin de semaine afin de présenter ses 5 candidats régionaux. Le parti politique profitera de l'occasion pour lancer sa campagne. Le syndicat CSD des employés de garage, qui sont en locard depuis maintenant plus d'1 an, a reçu une amende pour avoir remis trop tard l'itinéraire de la manifestation du 5 mars dernier. Une marche aura lieu demain autour du cégep de Jonquière afin de sensibiliser les gens à la sécurité piétonnière aux abords du collège. L'événement est organisé à la suite des nombreux accidents devant le cégep, dont un qui a mené à la mort une étudiante de 17 ans, Catherine Diméo. Notre journaliste Chloé Urtubé s'est entretenue avec une des organisatrices de la marche, Amélie Trudel. Alors, bonjour Amélie. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser cette marche? Bien, dans le fond, depuis les 2 dernières années, il y a eu beaucoup d'accidents près du cégep. Puis on croit que c'est vraiment important de ne pas se sentir pas en sécurité en traversant une rue. Parce que, dans le fond, pas mal beaucoup d'étudiants marchent pour se rendre au cégep. Donc, on trouve que des accidents comme ça ne devrait pas survenir. Et c'est qui organise la marche? En fait, c'est le Conseil d'art et technologie des médias. Donc, c'est le conseil de programme. On a décidé d'organiser ça, voilà. Et comment, tu sais, l'étudiante Catherine Diméo, comment ça vous a affecté, vous, sa mort? En fait, sa mort nous a vraiment affectés parce que la vice-présidente du conseil était une amie proche de Catherine. Et aussi, en fait, ça nous a tous affectés parce que c'est une fille de notre âge qui est dans notre programme. Puis moi, personnellement, je passais là tous les matins l'année dernière. Donc, je me suis juste dit, ça aurait tellement pu être moi. Donc, ça nous a vraiment tous vraiment touchés. Puis on s'est comme senti à sa place. Et est-ce que vous avez choisi d'organiser la marche un peu pour elle? Non, en fait, c'est vraiment pour tous les accidents qui sont arrivés. Mais Catherine, ça a été vraiment à la goutte qui a fait déborder le vase. On veut juste plus du tout que ça arrive. C'est vraiment de trop. Et les traverses piétonnières qui ont été installées là, récemment, est-ce que vous trouvez que c'est sécuritaire quand même? Bien, l'été, ça l'est. Parce que dans le fond, l'été, c'est très voyant. Il y a une pancarte au centre de la rue, donc les automobilistes peuvent bien voir. Mais l'hiver, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bancs de neige. Donc, on voit pas très bien les étudiants qui traversent. Et aussi, les pancartes sont vraiment pas visibles. Donc, sont seulement sur les côtés de la rue. Il y a souvent de la neige sur la pancarte. Donc, on trouve que c'est vraiment pas adéquat. Puis est-ce que vous avez eu des jeunes étudiants qui vous ont parlé justement qui étaient inquiets pour la sécurité? Oui, il y en a beaucoup en fait parce qu'il est survenu, on n'en entend pas tout le temps parler, mais il est survenu plusieurs incidents, quelqu'un qui passe près de se faire frapper ou des choses comme ça. Puis personnellement, ma coloc a failli se faire frapper au même endroit que Catherine en fait. Donc elle s'est fait accrocher par une voiture juste parce que la voiture ne l'avait pas vue, parce qu'il faisait noir, puis le lampadaire n'était toujours pas réparé parce que en fait c'est la raison pourquoi Catherine il y a eu cet incident-là. Donc, Et est-ce que vous pensez que les traverses piétonnières, est-ce que vous pensez qu'en fait ça prenait la mort de quelqu'un pour que justement la sécurité soit améliorée? Bien, je crois qu'il faut toujours un gros événement pour que les gens se rouvrent enfin les yeux. C'est vraiment triste que ça soit comme ça, mais je pense qu'il y aurait pas fallu que ça arrive. Puis justement, c'est pour ça qu'on veut juste pas que ça réarrive. Mais je pense que ça a été juste vraiment, comme je l'ai dit, la goutte qui a fait déborder le vase. On veut pas que ça arrive encore. On veut du changement. On veut que la ville fasse quelque chose. Et est-ce qu'il va y avoir des policiers qui vont être présents pour la marche? Oui, effectivement. Donc, c'est important de dire que c'est pas une manifestation, mais bien une marche pacifique. Mais les policiers vont quand même être là pour s'assurer de la sécurité pendant la marche. Donc, on va marcher sur le trottoir et non dans la rue. Donc, on bloque pas les rues, mais on va simplement passer sur les traverses piétonnières justement pour signifier qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur les traverses piétonnières à chaque jour. Donc, les policiers vont être là pour juste s'assurer que tout le monde soit bien en sécurité. Et justement, est-ce que les policiers ils vont faire quelque chose, eux, pour améliorer la sécurité autour du cégep? Mais dans le fond, le but de la marche, c'est justement de s'assurer que les policiers, que la ville fasse quelque chose à la suite de cette marche-là. Donc, c'est vraiment pour faire une pression, mais une pression pacifique, comme je peux dire. Donc, juste
montrer que nous, on veut du changement, qu'on est prêt à changer, donc on veut montrer l'exemple à la ville. Et est-ce que vous avez contacté des conseillers de la ville, justement, pour ce dossier-là? Oui, ils sont maintenant au courant de ce qu'on va faire, donc ils sont d'accord avec ce qu'on fait. Puis je sais que la ville avait déjà eu des idées avait pensé faire quelque chose, puis justement, avec l'événement qui est arrivé, ils ont comme réalisé que oui, la situation est vraiment grave. Donc oui, ils sont supposés faire quelque chose, mais c'est justement pour ça qu'on fait cet événement-là, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça. Et selon vous, quelles mesures pourraient être adoptées pour assurer plus de sécurité? Bien, en fait, le conseil et moi, on avait pensé, en fait, c'est la solution qui est venue, c'est de mettre la zone de vitesse à 30 et non à 50, puisque dans toutes les zones de cégep, dans les autres zones de cégep partout au Québec, c'est 30, la vitesse limite. Donc, on se demandait pourquoi ici, c'est quand même encore 50. Donc, je pense que ça serait une bonne solution, mais sinon, la rue Panet est aussi très grande, donc c'est sûr que peut-être mettre quelque chose au centre de la rue pour la rendre plus petite ou quelque chose comme ça. C'est des choses qui sont à réfléchir, mais il faut que quelqu'un s'appuie sur la question, dans le fond. Et quels impacts vous voudriez que cette marche-là ait, justement? On veut du changement. C'est vraiment le but de la marche, qu'il y ait du changement, mais c'est aussi, donc, d'où le titre, la sensibilisation. Donc, on veut que les automobilistes ainsi que les piétons soient sensibilisés à cette cause-là. Donc, qu'ils soient conscients qu'il faut partager la route en sécurité. Donc, c'est vraiment du côté des automobilistes et des piétons, parce que c'est important que les automobilistes sachent qu'il y a des piétons, mais aussi que les piétons fassent attention quand ils traversent, donc qu'ils s'assurent qu'on a eu un contact visuel avec l'automobiliste avant de traverser. Et est-ce que les automobilistes, justement, est-ce qu'ils font des efforts par rapport à ça? Bien, on le souhaite, en fait. On veut, justement, c'est pour ça qu'on fait cette marche-là. On va donner des dépliants aussi aux automobilistes qu'on va croiser pendant la marche. Donc, c'est sûr que j'imagine que s'ils voient qu'il y a autant de gens qui sont sensibilisés à cette cause-là, c'est sûr j'imagine qu'ils vont faire des changements dans leurs habitudes de vie. Et quels vont être les prochains moyens de pression que vous allez entreprendre pour assurer plus de sécurité? En fait, pendant l'événement, il va y avoir des caméramans qui sont d'ATM, donc dans l'option production et télévisuelle, qui vont prendre des images de la marche. Donc, à la suite, ils vont faire un vidéo qu'on va pouvoir mettre sur Internet pour montrer au Québec en entier qu'on est là puis qu'on veut montrer l'exemple, dans le fond. Que partout au Québec, ça devrait être important que les automobilistes ainsi que les piétons partagent la route en sécurité. Bien, merci beaucoup, Amélie. Ça me fait plaisir. Donc, je m'entretenais avec Amélie Trudel, qui est organisatrice de la marche qui aura lieu demain pour sensibiliser les automobilistes. Sylvie Guérin sera de retour devant les tribunaux le 22 avril prochain. La dame a pris connaissance aujourd'hui des preuves de l'enquête. Sylvain Guérin est accusé d'avoir détruit un bien, d'harcèlement criminel et d'avoir résisté à son arrestation. La dame aurait saccagé l'automne dernier une porte de l'hôtel du Fjord avant d'y menacer d'y mettre le feu. La première édition du Festival de mode Panache a lancé sa programmation ce matin. Différents ateliers touchant divers domaines de la mode et des noms importants prendront l'affiche lors du festival qui aura lieu en août prochain. Marie-Pierre Pruneau, il y aura donc beaucoup plus que des vêtements lors de ce festival. Effectivement, Amélia, c'est la blogueuse et styliste de Je m'habille chez nous, Marilyn Bédard, ainsi que les productions Hakim qui ont lancé ce matin la programmation du festival Panache qui aura lieu en août prochain. Et on affiche que, outre les passerelles extérieures et intérieures qui vont présenter les créations de différents designers de la région, du Québec, ainsi même que des designers internationaux, eh bien, il y aura des ateliers de coiffure, de maquillage, il y aura des cocktails, des conférences, ainsi que tout ce qui a trait à la vidéo, puisqu'on explique la présence de ces différents ateliers par le fait que la mode, eh bien, c'est beaucoup plus que des vêtements. Donc, ce festival, c'est aussi un tremplin pour la mode en région? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a de grands noms de la mode. On peut penser, par exemple, à Denis Gagnon, qui a une renommée internationale pour ses créations. On peut aussi penser à Eve Gravel, à Melissa Neptune, qui sont tous les deux créatrices et qui ont une montée fulgurante. Et on peut aussi penser à Geneviève Bouchard. Et cette dernière, malgré le fait que la liste des designers qui
qui vont présenter leur création à Panache ne doit sortir qu'en juin prochain. Eh bien, Marilyn Bédard s'est échappée pendant la conférence de presse et a annoncé la venue de Geneviève Bouchard. Premièrement, beaucoup de visibilité, c'est sûr, des liens entre les commerçants, entre les boutiques, les créateurs et surtout beaucoup de matière pour la population. Et comme vient tout juste d'expliquer Marilyn Bédard, il y a un but fixe à Panache, et bien c'est de redynamiser la mode en région. Et ce sont les productions Hakim, présidées par M. Robert Hakim, qui coordonnent le projet. Et l'organisation avait un grand intérêt à coordonner le Festival Panache. Quoi va où et quand, et un peu tout le canevas d'un événement, ben ça, on aime ça, puis on est spécialisé là-dedans. Pouvez-vous nous rappeler, en terminant, Marie-Pierre, quand aura lieu le Festival Panache? Eh bien, le Festival de mode Panache se déroulera les 14, 15 et 16 août prochains à Chicoutimi. Merci. Je vous en prie. Le service d'aide à l'autopublication Publication Saguenay recherche un lieu de rencontre entre les auteurs et les lecteurs pour répondre à la demande croissante. Après avoir aidé plusieurs auteurs, la prochaine étape est d'offrir une vitrine sur le web pour la vente de livres. Ma collègue Mélissa Gault s'est entretenue plus tôt avec la fondatrice et conseillère Francesca Tremblay. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour, Mélissa. En premier lieu, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les objectifs de Publication Saguenay? Publication Saguenay, ce sont des services d'aide à l'auto-édition de livres. Alors, les objectifs, c'est d'aider vraiment les personnes dans tout ce qui touche à l'autopublication de leurs livres, que ce soit par l'aide à l'écriture, la révision linguistique. On parle aussi de mise en page, de conception graphique pour la page couverture, et on va jusqu'à l'impression. Donc, on les accompagne dans chaque démarche afin que la personne ne soit pas toute seule dans sa démarche d'écriture et de publication. Et concernant votre bureau et les bureaux, les endroits pour que les écrivains ils peuvent écrire, ça l'a changé, je pense, les lieux? Bien, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on on a eu des offres, de belles offres d'élus municipaux pour concernant l'expansion de Publication Saguenay. Parce que moi, j'ai commencé ça, j'étais travailleur autonome, j'ai regroupé des gens pour dire, bon, mais là, ça nous prend des réviseurs linguistiques, des infographistes et tout ça. Et puis, la demande, elle est croissante constamment. Depuis quelques mois, il y a plusieurs publications qui vont sortir au courant des prochaines semaines. Et puis, là, j'ai vu qu'il y avait vraiment une demande côté atelier d'écriture, côté aussi conférences, lancement de livres. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est regrouper les écrivains, les auteurs, et puis de dire, bien, vous avez des activités aussi qui sont allouées à ça. Et pas juste les écrivains et les auteurs, aussi les personnes qui désirent un peu baigner là-dedans, découvrir ce côté-là de l'écriture. En fait, c'est quoi que ça crée justement ces ateliers d'écriture-là? Bien, ça permet, moi, selon moi, c'est ça que je veux bâtir, ça permettrait probablement d'aider les gens à concevoir, à créer des textes, à créer aussi une ambiance dans les écrits, les choses comme ça. Alors, les ateliers d'écriture, ça serait pour permettre aux gens de mieux cerner la façon d'écrire, la façon de créer des personnages, les ambiances, leur donner aussi confiance en eux. Parce que c'est en pratiquant et en travaillant l'écriture qu'on devient meilleur aussi. Moi, c'est certain que selon moi, il y a un talent à la base, mais il faut travailler ce talent-là. Sinon, ça sert... on ne peut pas en faire bénéficier tout le monde. Alors moi, je me dis, il faut aller solliciter les gens pour qu'ils soient capables de découvrir qu'ils ont ça en eux et que c'est quelque chose qui se travaille. Et ces livres-là, justement, est-ce que c'est possible de les acheter sur place, de les vendre sur place, en fait? Bien, les livres que nous avons en Publication Saguenay, c'est très récent. Je veux dire, l'entreprise, elle a 1 an et demi, et puis on a fait en 6 mois au moins 15 publications. Et on n'a pas juste misé sur la quantité, on a aussi misé sur la qualité de l'accompagnement. Alors là, c'est certain qu'on est moi, je suis en train de créer une boutique en ligne sur le site Internet avec des programmeurs extraordinaires et une infographiste géniale, Mme Frédéric Boulay. Alors donc, on est en train de créer cette boutique en ligne-là. Et d'ici les prochaines semaines, les gens vont pouvoir probablement aller voir sur le site, dans la section librairie, voir tous les livres des auteurs et puis pouvoir les acquérir par livraison et tout ça. Cependant,
nous, ce qu'on est en train de penser aussi, c'est que si on a les locaux pour faire les rencontres clients, pour faire aussi les ateliers d'écriture, les conférences, les lancements, eh bien, on aurait aussi un lieu où il y aurait probablement une librairie, une tenue de livres de Publications Saguenay, des auteurs qui ont publié à Publications Saguenay. Et donc, ça serait beaucoup plus intéressant. Les gens pourraient s'approprier les livres à même l'établissement. OK. Et par rapport à vous, est-ce que vous êtes auteur vous-même? Oui, moi, je suis. Bien, c'est pour ça que j'ai démarré Publications Saguenay. C'est parce que j'ai trouvé, moi, j'avais le désir de tout publier mon livre, de faire toutes les démarches parce que je fais les dessins. Je faisais de la recherche pour l'écriture et tout ça. Alors, je me suis dit, comment on pourrait aider les gens qui désirent autopublier? Donc, oui, je suis auteur et c'est en faisant le processus d'autopublication que j'ai pu cerner vraiment le besoin de dire comment fonctionner pour autopublier son livre. Et j'ai su récemment que vous avez sorti un 3e tome. Oui. Quand est-ce qu'il va sortir officiellement? Bien, nous, on a une date de lancement qui a été fixée. C'est le 3 mai au CNE, Centre national d'exposition Mont-Jacob, dans le hall. C'est à 18h30 le 3 mai. C'est un samedi. Alors, j'invite vraiment toute la population parce que on veut que ce soit un lieu de fête aussi parce que c'est le 3e et dernier tome que j'ai écrit. Donc, tous les dessins ont été faits en quelques semaines. Là. Je crois que c'est 18 dessins donc pour chaque chapitre dans le livre. Alors, c'est vraiment une aventure, de la recherche historique, parce qu'on retourne dans l'Irlande celtique. Donc, il y a beaucoup je m'amuse beaucoup parce que je voyage avec les personnages à travers tout ça. Et pour revenir au lieu que les écrivains peuvent vendre leurs livres, est-ce que ça va leur apporter quelque chose de plus? Bien, c'est un lieu, ça serait un lieu de diffusion parce que c'est pas encore fait. Là, on parle pas de la boutique en ligne, on parle, supposons, de la tenue de livres en librairie et tout ça. C'est certain que ça serait un lieu intéressant parce que quand on compte les points de vente, dépendamment du livre que vous écrivez, on compte les librairies et il y en a très peu dans la région, là. Donc, c'est ce qui constitue un point de vente, c'est les librairies, comme je disais. Donc, en créant une autre sorte de librairie à même au Saguenay, bien, on aurait peut-être une place de plus là, pour la diffusion des livres, ce qui est très important. Et nous, ce qu'on est en train de créer, c'est la boutique en ligne. Donc, c'est un autre lieu de diffusion et de distribution. C'est ça qui n'est pas facile de trouver pour de l'autopublication. Combien avez-vous de livres de publiés jusqu'à maintenant? Bien, comme je disais tout à l'heure, on en a environ Vous pouvez les montrer également, Mme Tremblay, pour le public. Ça va me faire plaisir. On a ce petit bijou qui est sorti en février. C'est vraiment c'est Le Soleil des Immortels, le tome 1, avec Diane Fortin, qui est une personne originaire de Vaudreuil. Bien, elle était originaire du Saguenay, mais elle demeure maintenant à Vaudreuil. Et puis, quand on s'est rencontrés pour créer ce livre-là, c'était que par Internet, parce que la personne, la distance, c'était pas facile non plus. Mais on a vraiment eu du plaisir. Puis c'est un livre de vampires. C'est une histoire qui se passe ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça nous amène dans un monde parallèle dans la région. Alors, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Ça fait plaisir. Eh bien, je me trouvais avec Mme Tremblay, fondatrice de Publications Saguenay. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours vous rendre au www.publicationsaguenay.ca. Merci, de retour à vous, Amélia. Pour le réalisateur du film québécoisé Olivier Higgins, le professeur autochtone de l'UQAC, Marco Bacon, a été l'une des principales ressources pour la réalisation de son film. En présence des deux hommes, plus d'une centaine de personnes étaient présentes aujourd'hui afin d'assister à la représentation de son œuvre à l'UQAC. Audrey Girard, quel est le message de ce film? Amélia, Québécoisie est un portrait tantôt touchant, drôle, bouleversant et même frustrant de la situation que les Autochtones vivent au Québec. Mais c'est aussi le regard que les Québécois portent sur ces individus avec qui nous sommes beaucoup plus liés que ce que notre histoire nous laisse croire. Voici donc un extrait. Est-ce que vous fêtez la Saint-Jean, Baptiste? C'est comme mal vu de fêter la Saint-Jean ici. Vous avez tous dit que l'Indien, ça mange de la viande sauvage. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sauvages? Il y a certaines d'entre Dans notre jeunesse, on s'est tellement battu contre les non-autochtones. C'est vraiment du rush de beau prince. Quand j'ai su que mon frère avait été tué à Oka, c'est un membre de la famille qui m'a téléphoné me dire que Marcel venait d'être tué. Québécoisie questionne sur la complexité, la complexe relation entre les Québécois
et les Premières Nations. On a décidé de faire ce film-là parce que on voyageait un peu partout dans le monde pour différentes raisons, pour le plaisir de voyager, pour les études, le travail, etc. Puis à un moment donné, on a réalisé que on avait des amis un peu partout dans le monde, on s'intéressait, on connaissait plein de choses sur les cultures d'ailleurs, mais on ne pouvait même pas nommer les Premières Nations du Québec. Monsieur Higgins mentionne qu'il a été facile de pouvoir créer des liens avec les communautés Innu situées le long de la route 138. Bien, en fait, ça n'a pas été spontané comme oui de participer au documentaire de Québécoisie, étant donné que c'est comme moi ce que je vis comme expérience dans le film, je voulais le vivre moi tout seul. Marco Bacon espère que Québécoisie réussira à changer les perceptions que les Blancs ont des Autochtones. Ben, j'ai bon espoir, oui. Possiblement que nous, ce qu'on sème, ce qu'on travaille, je veux dire, les liens qu'on tisse, les relations, puis tout ça, sûrement que le monde va être mieux. Tantôt, il y avait une question dans la salle, est-ce que ça va changer, l'espoir, etc., j'espère. Olivier Higgins espère que Québécoisie aura sa place dans les discussions au cours des prochaines années. Le réalisateur Olivier Higgins termine en disant qu'il espère que son fils connaîtra une plus grande ouverture culturelle vis-à-vis des autres. Le film Québécoisie est présentement encore en salle dans quelques cinémas du Québec. Audrey Girard, ATM Nouvelles, Saguenay. Le planchiste baie-riverain Baptiste Brochu a obtenu la 3e place canadienne lors d'une étape de la Coupe du monde en snowboard cross qui se déroulait aujourd'hui à Vezona, en Suisse. La prochaine étape du circuit aura lieu à Molina, en Espagne, en fin de semaine prochaine. Les Saguenayens de Chicoutimi amorceront le dernier droit de leur saison régulière demain soir au centre Georges Vézina. Mais l'entraîneur-chef Patrick Bosch peut déjà statuer sur les points positifs et négatifs de la saison 2013-2014. Raphaël Guillemette, quelle est son évaluation de la saison actuelle? Eh bien, chez les Saguenayens de Chicoutimi, on dresse un bilan en 2 temps de la saison 2013-2014. Il y a eu tout d'abord les premiers mois plus positifs selon Bosch, puis les derniers plus difficiles qui ont suivi la période des transactions. Je vous invite à écouter mon reportage à ce sujet. Si la première partie de la campagne a souri aux Saguenayens de Chicoutimi, la seconde moitié a été beaucoup plus difficile pour les Bleus, qui ont connu plusieurs séquences avides. Mais toutes ces péripéties s'inscrivent dans le plan fixé au début de la saison par l'entraîneur Patrice Bosch. Satisfait. En première moitié de saison, on a eu des bons résultats. On a battu des gros clubs, ou ce qui est identifié comme étant des gros clubs. Et puis en même temps, on a remporté les matchs qu'on se devait de remporter pour avoir des points au classement, ce qui fait qu'on s'est assuré de bonheur notre place en séries éliminatoires puis notre 13e position. Avec le départ des principaux moteurs offensifs des Saguenayens à la date limite des transactions et la blessure qui a mis fin à la saison de Laurent Dauphin dernièrement, les jeunes joueurs ont eu à maturer beaucoup plus rapidement qu'il ne l'était prévu. Dans le cas de certains, cependant, l'adaptation a été plus longue qu'on ne l'aurait espéré. Tout ça est maintenant derrière eux. Cela dit, toutes les énergies sont maintenant concentrées sur les prochaines séries éliminatoires. Il y a eu un gros boom psychologique au niveau des transactions quand les gars sont partis là, dans la chambre. Ça a pris un certain temps avant que les joueurs comprennent qu'il y avait une place à prendre. Mais moi, je pense qu'on peut être satisfait de la saison. Maintenant, en série, là, il faut qu'on se prépare pour essayer de causer une surprise. Les Saguenayens de Chicoutimi croiseront le fer avec l'Océanique de Rimouski mercredi soir avant d'affronter 2 fois en 2 soirs le Drakkar de Baie-Comeau pour conclure leur calendrier régulier. Un bel avant-goût des séries éliminatoires puisque les Sags risquent fortement d'affronter l'une ou l'autre de ces 2 équipes au premier tour éliminatoire. Raphaël Guillemette, ATM Nouvelles, à Saguenay. Et à la météo, Xavier Julien, le temps doux n'aura duré que 24 heures et laissera place à du temps un peu plus froid. Oui, effectivement, Amélia, les températures qui vont retourner sous le point de congélation. On annonce -2 ce soir pour le Saguenay, ainsi que -11 cette nuit. On attend des précipitations d'environ 1 cm. Du côté du lac Saint-Jean, on annonce -3 ce soir, ainsi que -13 cette nuit. Aussi, là, quelques bordées de neige au courant de la soirée et de la nuit. Pour demain matin, par exemple, ça va être un peu plus frisquet. -13 au Saguenay, -14 au lac Saint-Jean. On parle d'un ciel qui va être couvert. Cependant, la température ressentie qui sera d'environ -20 degrés Celsius. Et pour demain, en après-midi, ça va se réchauffer un peu. On parle de -10 au Saguenay ainsi que -12 au lac Saint-Jean. Et on parle d'un retour des températures un peu plus douces pour samedi. C'est ce qui complète le Web Journal de ce soir. On se retrouve demain pour un autre bulletin d'information. Au revoir.